Méditer, c'est laisser vivre et pas essayer d'arrêter quelque chose. On reste spectateur uniquement de ce qui s'élève. Si vous avez des pensées et que vous fuyez vos pensées, vous ne pouvez pas lâcher les pensées. Vous pouvez lâcher les pensées que si vous reconnaissez que c'est une pensée, même si elle est agitée, vous accueillez, vous acceptez, ok. Namo Sakyamuni Bouddha. Bonjour à tous et à toutes. On va commencer la méditation. Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui n'ont jamais médité? Ok. Donc je vais rappeler certains points, les postures avant de méditer. Donc n'oubliez pas que la méditation fonctionne parce qu'il y a une essence qui est la conscience. Quand il y a la conscience, il y a la méditation. Et quand je parle de conscience, je ne parle pas forcément une conscience qui est partie. Une conscience qui est partie, on n'est plus conscient. Mais on est conscient d'autre chose, mais on n'est pas conscient de ce qui se passe là, on est conscient d'autre chose. Mais quand on parle de conscience, on parle de cette conscience qui est ici, avec nous. Et donc, quand nous méditons, on utilise cette essence-là, même si on est dans une posture sur un coussin, sur un tabouret, sur une chaise, en tailleur, en demi-tailleur, ou en vajra, comme le Bouddha derrière moi. Donc, mais on est en conscience de notre posture, hein, pas de la posture des autres, mais c'est vraiment de notre posture. Donc il n'y a pas de, pour l'instant, on ne parle pas de mauvaise posture ou de bonne posture. Donc essayez, surtout, c'est de maintenir la colonne vertébrale droite, le cou et la tête dans le même prolongement. Ça c'est important pour dégager, s'ouvrir vers la posture méditative. Donc c'est une posture qui est très naturelle, logiquement, hein, qui n'est pas une posture forcée. On reste naturellement dans cette posture. Si on a mal au dos, on reprend la posture d'avant, hein, jusqu'à quand on se sent mieux, on n'a plus mal au dos, on reprend la posture correcte avec la colonne vertébrale droite. Au niveau des yeux, on essaye de garder les yeux mi-clos. Donc c'est les yeux qui sont baissés environ à 45 degrés au niveau du sol. La langue au-dessus du palais, touche à peine le palais pour que la salive puisse circuler naturellement. Essayez de maintenir votre respiration. C'est une respiration naturelle à votre niveau. Si vous pouvez descendre la respiration au niveau du ventre, ce serait mieux. On essaye de faire tomber les énergies, donc on va faire baisser notre mouvement respiratoire au plus bas. Donc déjà dans cette posture, le corps est calme et posé. Donc essayez de voir s'il n'y a pas d'autres zones où vous avez encore des tensions. Donc essayez de vous détendre dans ces zones-là. Et vous devez toujours essayer de garder la posture droite, même si vous êtes détendu. Donc se détendre, c'est
lâcher les articulations, lâcher les tensions, les muscles. Tous les phénomènes extérieurs, que ce soit des phénomènes liés à vos sens, c'est-à-dire les mouvements, les images, les sons, les odeurs, les goûts, tous ces éléments-là de sens vont peut-être arriver vers vous. La conscience va juste accueillir, accepter, laisser partir ces phénomènes. Méditer, c'est laisser vivre et pas essayer d'arrêter quelque chose. Donc vous allez laisser vivre les pensées, les réflexions, toutes les manifestations des idées, des perceptions, des sensations agréables, voire désagréables, même parfois des émotions, faibles ou fortes. Vous les laissez vivre en les accueillant, en les acceptant et en les laissant partir. Sortir de la posture. Est-ce que tout le monde va bien? Super. Non, pas trop de difficultés, pas trop, je sais pas, de blocage. Parfois on peut avoir mal, parfois il y a des émotions qui peuvent s'élever. Ça dépend, voilà, quel type de manifestation en fait s'élève en nous. Et souvent, on fait rien, donc c'est ici que les choses s'activent uniquement. Et donc des fois, on a un passé ou une condition ou une situation qu'on vient juste de vivre et qui nous a peut-être touché, affecté. Et donc ça peut arriver à ce moment-là, lorsqu'on médite, ça s'élève. Des fois, c'est, par exemple, un exemple très concret, on peut perdre un proche cette semaine, on vient, on médite, on n'a pas encore vraiment fait le deuil ou lâché ce qui s'est passé intérieurement. Bien quand on médite, c'est ces images-là qui se reflètent, qui arrivent à notre esprit, et on peut à ce moment-là avoir pas mal d'émotions pendant la méditation. On peut pleurer, on peut avoir des réactions au niveau du corps. Donc tout dépend. Mais ça, ce sont des choses qui sont logiques au niveau de la méditation. Donc chaque méditation est différente au niveau de son expérience. Parce que l'objet méditatif, comme on laisse les choses vivre, donc les objets changent sans arrêt. Donc les images, les sensations, etc., ça change. Donc on ne peut pas dire je veux revivre la même méditation que tout à l'heure, ou que hier, ou que la semaine dernière. Il faut qu'on soit clair par rapport à ça.
Mais il ne faut pas éviter. Il ne faut pas éviter de dire il ne faut pas que je pense à ça parce que je vais pleurer. Et vous êtes avec les autres et vous pouvez dire je ne veux pas perturber les personnes qui sont autour de moi quand je médite, donc je vais éviter de penser à ce qui s'est passé, à penser à la situation. Non. Méditer, c'est pas éviter. Méditer, c'est faire face. Donc c'est aller faire face à ce qui arrive, à ce qui se reflète en vous, ce qui se manifeste, qui s'élève. Donc vous allez faire face à ça. C'est pas de contrôler non plus nos émotions. Il n'y a pas de contrôle d'émotions dans la méditation. C'est pas de résoudre un problème. C'est pas de chercher une solution. C'est vraiment de laisser les choses vivre. On reste spectateur uniquement de ce qui s'élève. Donc si tout le monde est bien dans la session, donc il faudrait méditer tout le temps. Ah là, on va se poser une question, est-ce qu'on aura le temps de le faire? Donc, vous savez que méditer, ça vous aide à voir, à sentir, à reconnaître, et en même temps à lâcher. Vous savez que c'est comme ça que les choses fonctionnent dans la méditation. Et donc si vous voyez que ça peut vous aider, que c'est utile pour vous, il ne faut pas hésiter. Il n'y a même pas de question à se poser, est-ce que je vais le faire ou est-ce que je ne vais pas le faire? Il faut y aller. Des moments où on sera peut-être fatigué, des moments où on en a marre en fin de compte, des fois on en a marre de méditer, eh bien on prend conscience qu'à ce moment-là, j'en ai marre de méditer. Je prends conscience que là, je ne veux pas méditer. Et c'est pas grave. Il n'y a rien qui est grave. Je prends juste conscience qu'aujourd'hui, je ne veux pas m'asseoir sur un coussin pour me poser. Je ne veux pas me forcer. Mais je prends conscience que je décide de ne pas me forcer et je décide de ne pas me poser. Et ça, c'est très important comme posture de conscience, parce que dans cette posture de conscience, on continue à méditer, parce qu'on prend conscience. On prend conscience qu'on décide, on prend conscience qu'on ne veut pas, eh bien on continue à méditer. Est-ce que ça vous paraît logique et évident? Et en fin de compte, la méditation, elle est toujours chez moi. Donc on n'a plus besoin de dire « je ne veux pas méditer ». Ouais. C'est rétablir tout simplement le sens. Méditer, c'est rétablir ce sens-là, de cette nature de conscience. Donc si tout le monde va bien, tout le monde est bien, on va continuer, on reprend la posture. Juste vous, voir votre posture, essayez d'ajuster, régler. Soyez toujours bien avec vous-même, toujours bienveillant. Ne vous froissez pas, ne vous faites pas du mal quand vous méditez. Soyez pas trop cool non plus, parce que ça va couler. Vous allez tomber. Soyez vraiment ce qu'il faut, donnez ce qu'il faut pour votre méditation. Et là, essayez de méditer sur toutes les sensations qui sont avec vous, au niveau de vos sens. Donc agréable ou désagréable. Vous avez peut-être des postures, le corps qui touche le sol, qui est très dur. Donc peut-être qu'il y a des petites sensations à ce moment-là, de douleur. Donc prenez juste conscience des sensations. Sans faire toute une histoire. Donc prenez conscience.
Personne ne s'est endormi. C'est vrai que quand c'est calme, il fait un peu froid, un peu frais. On est bien là. Peu après le déjeuner, on peut piquer du nez. Ça arrive quand on médite juste après manger. Le temps de digérer, l'énergie utilisée pour la digestion, c'est une énergie en fait qui nous tire. Donc on peut avoir cette tendance-là de somnolence quand on pratique la méditation. Alors, pourquoi pas méditer sur la somnolence à ce moment-là? On peut méditer sur cette sensation qui nous tire. On peut méditer dessus, évidemment. C'est pas interdit d'ailleurs de le faire. Jusqu'au moment où vous dites aïe, là on sait, à ce moment-là que vous êtes tombé, vous êtes penché trop bas. Donc on peut le faire. Évidemment, lorsqu'on pratique la méditation c'est vraiment cette largeur en fait, d'expérience qu'on peut avoir, que ce soit sur les émotions, les sensations, les actions, c'est-à-dire tout ce qui est lié au mental, tout ce qui est lié aussi au corps. La parole, elle existe, mais on ne l'entend pas. Parce qu'on parle à l'intérieur. Donc la parole, elle est à l'intérieur. Mais c'est sans arrêt à discuter ici, à dire les choses ici. Donc on a bien une forme de parole, mais elle n'est pas vocale, il n'y a pas de son qui sortent. Donc on peut utiliser aussi pour voir qu'est-ce qui se dit ici. D'accord, donc on peut méditer dessus. Évidemment, on peut méditer sur le corps, la posture du corps, sans se juger, sans se dire est-ce que je suis bien droit, est-ce que je suis bien positionné. On ne va pas méditer dans ce sens-là. Quand on médite, c'est vraiment dans cette posture. Si on voit qu'on est penché comme ça, on rétablit les choses en prenant conscience qu'on rétablit les choses. Et on maintient la méditation même quand on bouge dans la session. Et ça, c'est la structure méditative qui est comme ça. Est-ce que vous avez des questions là, dans ces séances? Oui. Toujours la difficulté de lutter quand même contre c'est pas des idées parasites, mais quand même une activité qui se fait, et ça, comment dire, je me juge par rapport à ça, j'aimerais vraiment essayer de calmer. Alors, nous savons fuir l'extérieur. Quand on a un environnement qui sans arrêt nous bouscule, arrivé un moment, on n'arrive pas à supporter, donc on va fuir. Mais on sait fuir aussi l'intérieur. Alors, lorsqu'il y a des choses qui parasitent comme ça, de toute manière, tout ce qui est agité restera agité, qu'on soit dedans ou dehors. Mais quand nous méditons, on apprend à être dehors. On apprend à voir ce qui est agité. On apprend. Sauf qu'il y a des moments où c'est trop agité, c'est comme l'énergie d'agitation est tellement forte qu'elle entraîne notre conscience à l'intérieur. Et on suit le mouvement, on suit. Et ça devient insupportable pour nous. Donc pour ça, on va utiliser la technique de la fuite. Donc on va diriger notre attention sur, par exemple, la respiration. Des fois, les personnes mettent une bougie et prennent la bougie comme un objet d'attention. Comme ça, on n'est
pas relié, on n'est pas pris par le mouvement, même s'il y a du mouvement ici. Les yeux, hein, l'attention visuelle nous guide à ce moment-là, et donc on est pris ici et pas ici, même s'il y a de l'agitation. Donc on peut s'aider de cette manière à ne pas vivre dans l'agitation, en sachant qu'elle est bien là. Donc ça c'est les débuts qu'on pratique, c'est vraiment les débuts. On utilise ces objets, mais ce ne sont pas des objets qui sont liés à la méditation. Ce sont des objets qui supportent la méditation. La méditation, ce n'est pas ces objets-là, d'accord ? Ni un cadre, ni un son. Donc on peut s'aider de ça. Mais c'est vrai que l'idéal, c'est de s'aider, c'est fuir intérieurement et pas extérieurement. C'est pour ça qu'on peut se reconnecter à la respiration qui est intérieure. Et on voit, on regarde son mouvement. Donc inspiration, expiration. Juste prendre conscience de ça. Inspiration, expiration. C'est pour ça que des fois, même en prenant conscience de ça, on se déconnecte aussi. Rester concentré sur la méditation, enfin sur la respiration, ça dure combien de temps ? Si vraiment, vous avez déjà fait ça pendant certaines séances, ça ne reste pas pendant 10 minutes. C'est pas 10 minutes avec la conscience qui est là, reliée à la respiration. Des fois, ça s'en va. Des fois, les pensées sont plus fortes et donc ça tire. Et après, on dit non. Enfin, on ne dit pas non. On voit qu'on est parti, donc on fait revenir vers la respiration. Et donc, on peut faire ça. Ces mouvements de va-et-vient nous fait prendre conscience qu'il y a de l'instabilité chez nous. C'est pas grave, on prend conscience de ça et on continue. Mais ça, c'est que des éléments de stabilité. C'est des éléments qui nous aident à se stabiliser. Petit à petit, il faut ouvrir cet espace beaucoup plus grand et on va méditer sur des instabilités. C'est-à-dire prendre conscience de ce qui est instable. C'est-à-dire tous ces schémas, ces mouvements, on va prendre conscience, on n'a pas peur. Maintenant qu'on sait que le calme mental existe, parce qu'on l'a expérimenté avec des objets, avec un support, on sait que c'est possible, et non, on va changer de direction et on va utiliser un autre type de support et on va utiliser cette conscience sur ce nouveau type de support. Ça nous aide vraiment à dire je peux méditer partout. Je ne fuis plus les environnements, je ne fuis plus ce qui se manifeste, parce que n'oubliez pas, l'objectif, la technique qu'on utilise ici, c'est pour lâcher. Si vous avez des pensées et que vous fuyez vos pensées, vous ne pouvez pas lâcher les pensées. Vous pouvez lâcher les pensées que si vous reconnaissez que c'est une pensée, même si elle est agitée, vous accueillez, vous acceptez, ok. Et si vous faites sans arrêt ça, et ça, il faut avoir cette force intérieure, cette force mentale qui permet, de ne pas se laisser attraper. C'est pour ça que la conscience, elle n'est pas au niveau que mental, elle est bien au-delà. Mais nous, lorsqu'on prend conscience, c'est qu'au niveau mental. C'est pour ça que la méditation au niveau mental, au niveau conscience, c'est plus facile de s'agripper à des schémas mentaux. Dès qu'on prend conscience au niveau mental, hop, on attrape un schéma mental et hop, on le projette beaucoup plus facilement. C'est pour ça qu'on doit remonter d'un niveau de conscience pour éviter qu'on soit prisonnier en fait dans les schémas mentaux. Le niveau de conscience mentale se trouve aussi à un lien avec la corbeille qui contient nos schémas mentaux. Ça va ? C'est du charabia ?
C'est peut-être compliqué. Mais bon, acceptez que c'est compliqué alors. Au moins, vous êtes dégagé de ça. Bien sûr, il faut s'entraîner. Donc, pour l'instant, restez que à votre niveau. N'essayez pas d'avancer trop vite. Restez à votre niveau, mais ne vous laissez pas attraper. C'est surtout ça. Par tous les schémas, par tout ce qui... Ne vous laissez pas attraper. Alors, comment on fait pour ne pas se laisser attraper ? On court plus vite. Oh, c'est fatigant de courir. Comment on fait ? On se cache, on s'arrête. Non, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est beaucoup plus simple. Dès qu'on reconnaît, hop, on est dehors. Dès qu'on reconnaît, on est dehors. Dès qu'on reconnaît, on est dehors. Et c'est très simple. C'est juste reconnaître, prendre conscience d'eux. Et vous sortez du système. Et vous sortez du courant, vous sortez de tout schéma. Vous reconnaissez, là j'ai un schéma émotionnel. Vous reconnaissez, et bien vous êtes à l'extérieur de ce schéma. C'est l'instantané même, il n'y a pas de recherche à sortir, en fin de compte. Et donc c'est ça, ces mouvements incessants de reconnaissance. La conscience, c'est ça. C'est je reconnais. Eh bien, vous sortez à chaque fois. Vous pouvez faire une bêtise, vous reconnaissez la bêtise, vous êtes dehors, et vous allez voir ce qui se passe. Comment ? Même si j'ai pas envie de reconnaître. Ah, si vous n'avez pas envie, c'est autre chose. Vous fermez les yeux. Si vous fermez les yeux, vous allez rentrer dans un processus d'ignorance, d'indifférence. Ça veut dire que vous fermez un sens. Vous voyez, comme vous fermez les yeux, vous êtes dans l'ignorance du sens visuel. Après, si vous aimez vivre dans l'ignorance, il faudra accepter à ce moment-là. Donc, soit vous êtes dans l'obscurité, soit vous êtes dans la lumière, dans ce qui est éclairé. C'est à vous de décider. Des fois, on en a marre de voir ça, on ferme les yeux. On a marre d'entendre ça, on se bouche les oreilles. Si on n'est pas en accord avec cette odeur, on se bouche le nez. Mais ça veut dire que vous fermez consciemment ou inconsciemment, par vos habitudes, par vos schémas, eh bien, ces ouvertures-là. Et donc ça vous entraîne vers des états d'ignorance. Et vivre dans l'ignorance, c'est aussi se prendre des portes, des murs, parce qu'on ne les voit pas. C'est avancer. Sinon, on reste immobile à ce moment-là, et là, on n'avance plus. Donc, c'est vraiment un choix de notre part par rapport à ça. Donc, je sais que dans la vie, il y a des situations, des conditions qui sont compliquées, qui arrivent. Pourquoi ces situations arrivent chez nous ? C'est souvent des questions qu'on se donne. Pourquoi pas chez le voisin ? La foudre tape chez moi. Et là, mon voisin, il est à 10 mètres, même pas, et ça tape pas chez mon voisin. Vous voyez ? Et vous allez vous poser des questions comme ça. Pourquoi mon mari, il n'est pas gentil ? Pourquoi les autres sont gentils ? Oui. Et alors ? De toute manière qu'on soit avec les yeux fermés, on ne veut pas entendre, on ne veut pas voir. Les choses ne vont pas changer pour nous. La maison sera plus là. Vous voyez ? Et c'est ça qui est compliqué. C'est qu'arrive un moment, il faut ouvrir les yeux pour se réveiller. La vie, ce n'est pas un sommeil. La vie, ce n'est pas se mettre dans des schémas confortables, où c'est en accord avec ce qu'on aime, ce qu'on désire, ce qu'on veut sentir.
aussi les sensations. C'est pas ça la vie. La vie, elle est, comme le temps, il est comme il est. On ne peut pas changer. Vous ne pouvez pas dire aux nuages de sortir parce que vous voulez que chez vous le soleil. Ce sont des phénomènes qu'on ne peut pas contrôler. Et ça, il faut se rendre à l'évidence que c'est comme ça que les choses se passent. C'est pour ça que le Bouddha, il avait enseigné, il y a des souffrances, des situations, des états qui sont comme ça. On ne peut rien y changer. Ça va provoquer chez nous de la souffrance. Il y a soit on est OK ou soit on n'est pas OK. Mais si on n'est pas OK sur quelque chose qu'on ne peut pas changer, il y a un problème. C'est pour ça qu'il vaudrait mieux regarder les choses en face et dire ben c'est comme ça, la mort est comme ça, la vieillesse est comme ça, la maladie est comme ça. J'accepte. Je lâche. Je ne suis pas indifférent. Je ne ferme pas les yeux pour ça. Je ne vais pas vivre dans quelque chose qui est pour moi une illusion, parce que la personne n'est plus là. Ce n'est pas une illusion. Je ne vais pas considérer ma vie avec cette personne que je pense qu'elle est toujours là. C'est dur, mais il faut se le dire, nous, ce n'est pas le psychologue, ce n'est pas nos proches, c'est à nous de se réveiller et dire la naissance, la maladie, la mort, la vieillesse, ce sont des étapes que tout le monde doit traverser. Qu'on ferme les yeux, qu'on ne veut pas voir, qu'on essaye de fuir, ce ne sera pas possible. Et c'est le impossible et de vivre dans l'impossible qui nous fait souffrir. Mais ça, on pourrait, dans un sens, utiliser la méditation pour méditer dessus. Vous pouvez méditer sur vos peurs. Qu'est-ce que j'ai peur? J'ai peur de mourir. Très bien. J'ai peur de perdre un proche. Très bien. Ben, je vais méditer dessus. Je vais méditer même si je pleure. C'est-à-dire, j'imagine que je vais perdre ce proche-là. Les sensations que j'aurai. Bien, vous allez méditer sur la tristesse, sur voilà, cette séparation de l'être cher. Mais ne méditez pas sur la joie. Parce que ce n'est pas utile pour vous, pour travailler sur des schémas illusoires chez vous. Et l'outil méditatif sert à ça aussi. Et à rien d'autre. Ça ne sert pas à voyager, à avoir des pouvoirs, à considérer qu'on est élevé, etc. Non. Le Bouddha, il a été clair par rapport à cette posture méditative. C'est faire face à la réalité. Soyez pas dans l'espoir, dans l'optimisme des choses. Soyez réaliste, toujours réaliste. Méditer, c'est être réaliste sur les phénomènes, réaliste sur ce qui se passe, sur ma vie, sur mon fonctionnement, sur mes erreurs, sur mes défauts, sur ce que je peux faire de bien pour les autres, ce que je peux faire aussi de mal aux autres. C'est arriver à voir tout ce paysage de soi-même, comme un morceau de puzzle. Quand vous ne méditez pas, vous placez juste des morceaux, vous ne savez pas si ça rentre ou non. Vous ne connaissez pas vraiment le tableau de votre vie. Quand vous vous asseyez, vous regardez comment vous fonctionnez, ben là, vous êtes en train de rétablir votre tableau de vie. Et c'est des morceaux. Et là, il y a une compréhension beaucoup plus logique sur vous-même. Hein? Je pense que il y a des moments où on n'arrive pas à supporter, donc on va fermer certaines portes. Mais il faut prendre conscience qu'on ferme ces portes. Prendre conscience que ces portes, ça nous allège un peu de ce qu'on voit, de ce qu'on supporte. Mais
on doit toujours se dire, je dois à un moment donné de mon chemin ne plus fermer cette porte et de comprendre réellement que derrière il y a une forme de sagesse pour moi. Et ça donnera vraiment du sens. On peut être faible à un moment donné de notre vie, mais prenez cette faiblesse-là pour transformer en courage la prochaine fois. Je pense que tout le monde peut y arriver. Le Bouddha, il a montré l'exemple. Donc cet exemple, on doit le reconsidérer chez nous. En fait, quand on s'arrête, on voit mieux. Si on souffre et on ne s'arrête pas, on ne va pas voir réellement comment fonctionne cette souffrance. À un moment donné, il faudra s'arrêter. S'arrêter autant de fois qu'il faut pour comprendre ce qui se passe. On va provoquer l'orage, ça veut dire que je vais décider de faire une action qui va me renvoyer. D'accord ? Ce n'est pas l'objectif. On a assez d'orages au cours de notre chemin qu'on a généré dans les vies passées sans qu'on prenne conscience à cause de notre état d'ignorance. Donc tout ce qui nous arrive, c'est des situations parfois très orageuses. Donc c'est face à ces situations-là, on ne va pas provoquer en plus, on ne va pas surcharger en fait nos souffrances. Et ça, c'est ce que l'enseignement nous montre, c'est que vous avez quelqu'un qui dort avec vous, et il y a des nuits, cette personne ronfle. Vous n'êtes pas content parce que vous n'arrivez pas à dormir, et que le lendemain, vous devez vous réveiller tôt pour aller au travail. Qu'est-ce que vous faites ? Vous allez bousculer ? Ah, comment ? On change de lit. On peut changer de lit, donc on fuit. On peut changer de lit, on peut fuir. Mais ça ne changera pas à la situation. L'objectif, ce n'est pas de changer la situation. L'objectif, c'est de dire quelle est mon attitude face à ce qui se passe qui ne provoque pas de la souffrance et qui me fait grandir. Grandir. Donc on n'a pas forcément l'outil tout de suite à ce moment-là. Mais on ne va pas surcharger aussi ce type de souffrance que je suis en train de vivre. Vous savez que vous allez mal dormir avec cette personne. Vous allez au travail, comme vous n'êtes pas bien, vous allez renvoyer ça aux autres. Et les autres, ils ne sont pas contents. Forcément. Donc, ils vont provoquer en retour. Donc, on a déjà une souffrance et derrière, on provoque une autre souffrance. Si on reconnaissait que la personne dort, ronfle, et alors ? Si on se scotche sur un schéma de durée de sommeil, idéal pour mon bien-être, forcément, on n'est pas content. Mais on ne va pas fuir toutes les nuits, parce que la personne ronfle toutes les nuits. La solution, où est-ce qu'elle se trouve ? Moi, je viens qui ronfle et je cherche la meilleure façon pour moi, pour que je sois bien, je change de côté, soit vice-versa. Par exemple, et pas penser à son... Oui, après si vous voulez vraiment dormir, assommez-vous. Enfin, je pense que ce sera plus rapide, mais bon, c'est pas l'objectif. Donc, il y a un état, il y a quelque chose qui doit se passer chez vous. Déjà, il faut lâcher ce type de schéma. C'est un schéma, en fin de compte, de dire il faut que je dorme tel nombre d'heures. Je dois dormir à telle heure, parce que dépasser cette heure, voilà, ça rentre dans un cadre déjà de mal-être. Je me suis dit ça, je me suis ancré comme ça.
Et je veux être respecté pour ce type de schéma par les autres. Oui, mais ça, c'est votre construction. Vous voulez que les autres respectent votre conception, votre construction, pour que vous soyez heureux? C'est-à-dire que les autres conditionnent votre bonheur. C'est-à-dire que c'est un bonheur qui est fabriqué, conçu. Donc temporaire, tout simplement. Si vous ne lâchez pas des schémas que vous savez qu'à un moment donné, vous allez utiliser ces schémas et vous serez perturbé. Vous savez que vous avez un schéma qui, arrivé à un moment donné, dans telle condition, telle situation, vous allez utiliser ce schéma-là, cet outil de schéma-là, et vous ne serez pas bien. Il faut lâcher l'outil. L'outil provoque chez vous de la souffrance, un mal-être. Il faut lâcher l'outil. Dans la logique, c'est comme ça. Mais vous ne voulez pas lâcher l'outil, vous voulez que l'autre en face change. Parce que pour nous, ça va. Alors, là, peut-être la meilleure solution, c'est de divorcer et trouver un mari qui ne ronfle pas. Peut-être la meilleure solution. Sinon, on dort. Comment ? Oui, mais ces solutions-là sont que intermédiaires et ça ne nous fait pas travailler sur nous. C'est surtout ça. Les solutions extérieures sont des solutions que pour l'extérieur. Ça calme notre surface, mais ça ne fait pas travailler notre intérieur. C'est ça qu'il faut comprendre. Bien sûr, on peut utiliser des solutions pour ouvrir cette surface pour qu'on puisse rentrer et là travailler sur nous. Là, on peut prendre ce type de solutions. Mais si on prend ces solutions comme solutions absolues, soyez responsable. Surtout ça, de vos choix. Si vous voulez évoluer intérieurement, si vous vous dites « je veux démonter des schémas qui ne sont pas adaptés pour mon bien-être », si réellement vous voulez ça, eh bien, à un moment donné, il faut se dire, il faut que je rentre à l'intérieur et changer ce qui se passe à l'intérieur. Mais je ne peux pas prendre les outils du monde pour ce monde intérieur. Il y a quelque chose qui ne va pas fonctionner. C'est-à-dire qu'on va toujours courir vers l'extérieur, être dépendant de l'extérieur pour mon bien-être intérieur. Quand vous méditez, vous n'avez besoin de rien. Et pourtant, vous êtes bien. Donc, le bien-être n'est pas lié à l'extérieur. Et c'est ça qui peut nous faire comprendre qu'on peut utiliser des outils extérieurs, mais il faut que ces outils puissent nous aider vraiment à se rapprocher de l'intérieur pour qu'on puisse vraiment toucher ce qu'il faut toucher. Ça, c'est OK. Comme toute chose d'ailleurs, quand vous commencez à méditer, vous prenez des supports extérieurs de bien-être, vous méditez, vous êtes bien, mais vous ne pouvez pas être prisonnier de ce bien-être, vous devez reconnaître ce bien-être est temporaire parce que j'utilise un état stable extérieur, et maintenant je vais changer de manière, comme fermer les yeux, ouvrir les yeux. Quand vous méditez, il y en a qui ferment les yeux, parce que ouvrir les yeux, c'est compliqué. Ils n'arrivent pas. Ils sont tout de suite dans la perturbation. Parce qu'ils ouvrent les yeux, il y a du mouvement, il y a les couleurs, il y a tout ça. Donc, ils sont pris par... Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore ancré. Et donc, dans la pratique, sur la voie de retrouver un bien-être qui est inconditionnel, eh bien, à un moment donné, il faudra avancer aussi vers d'autres directions et voir à ce moment-là, est-ce que ce bien-être est maintenu ou est-ce qu'il est camouflé, il est caché par des nuages. Mais les conditions que vous générez sont des couches de nuages. Et ces couches de nuages est pour vous bénéfique parce que vous voulez cette forme-là de nuage, cette couleur de nuage.
Mais quand vous allez méditer sur d'autres formes de nuages, d'autres couleurs de nuages, ou bien même à l'intérieur des éclairs, eh bien, il faudrait regarder si vous êtes toujours ici ou est-ce que vous êtes pris dans les nuages. Il y a des postures. Il faut bien regarder dans quelle posture on décide d'être, mais de ne pas s'attacher à cette posture-là. Parce que la souffrance, elle est déjà dans les racines intérieures chez nous. On a ces schémas, ces racines de souffrance chez nous. Et on l'utilise lorsqu'il y a des énergies, des schémas énergétiques, des conditions extérieures qui déclenchent ça. La voie, c'est changer ça. Et c'est pour ça que la dernière fois, quand j'expliquais sur la souffrance, j'avais expliqué, il y a 5 postures qu'on a face à une souffrance. La première, c'est de dire c'est à cause de l'autre et on va modifier l'autre. Ça, c'est la première posture qu'on utilise presque tout le temps. C'est toujours les autres, c'est un tel, une telle, etc. Et quand c'est pas les autres, c'est qui ? Jamais nous. C'est le temps, c'est la météo, c'est les catastrophes, c'est... voilà, pour x, y raison. Et vous voyez, c'est jamais ici. C'est incroyable. La cause est là, mais jamais on vient là. Moi, j'ai toujours cherché ailleurs. C'est comme si j'ai un mari ici et je cherche là-bas un mari. C'est pareil. Vous avez l'essentiel autour de vous, mais vous voulez toujours ailleurs, aller ailleurs. Donc c'est la première posture, en fait, face à une souffrance qu'on a. La deuxième posture, c'est la fuite. Quand on n'arrive pas à trouver la cause, on s'enfuit. C'est la facilité, en quelque sorte. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Quand vous le faites, vous changez de travail, vous changez de compagnon. Regardez si c'est une bonne chose ou non. Une bonne chose pour vous, mais si ce n'est pas pour vous. Ça peut permettre, Vincent, de prendre un temps de recul sur l'événement. De l'espace, évidemment. Mais ça veut dire qu'il faut revenir. Mais quand on part, souvent on part pour toujours. Le bénéfice, il est temporaire. Parce que quand on rentrera quelqu'un, l'ancien schéma qu'on a, va se réutiliser. Et parfois, ce schéma, il n'est pas adapté à personne. Mais on ne sait pas ça. Donc, le mieux, c'est peut-être prendre de l'espace, mais pas dire « je coupe les ponts », dire « on va prendre de l'espace, on va faire du recul, et on va regarder comment on fonctionne ». Mais souvent, quand on fait ça, c'est on va raconter à tout le monde « il a fait ceci, il a fait cela, elle a fait ceci ». On déverse. Bien sûr, mais non, mais notre manière de fonctionner est comme ça. On déverse notre souffrance à une personne qui voudrait nous écouter. Donc si ce n'est pas le psychologue, ce sera notre ami, notre meilleur ami, bien sûr, ça détend. Vous voyez, bien sûr que ça fonctionne comme ça. Voilà, j'ai un sac de poubelle, je mets chez mon voisin. Bon, peut-être qu'il y en a qui vont recevoir, ils ont dit, je suis à ton écoute. Je suis très sensible, je suis très ouvert à écouter la souffrance des gens. Ok, mais il n'y a rien qui change intérieurement. Il y a aussi, lorsque je ne comprends pas pourquoi je souffre, je commence à déprimer. C'est de la déprime, quoi. J'arrive pas à comprendre pourquoi ceci, pourquoi cela. Et quand je déprime tellement, je dis bye-bye à cette vie. Ça, c'est aussi une forme de solution qu'on pense
que ça va nous libérer de la souffrance. Et ça, les choses, ces types d'attitudes nous entourent sans arrêt, même des fois nous habitent aussi. Les gens qu'on compte, qu'on côtoie, qui souffrent, bien, vous regardez simplement. Mais le Bouddha, il a dit, vous voyez, vous avez ces attitudes, ces postures, vous avez une autre posture qui est de changer, de transformer votre intérieur, vos schémas. Et ça fait de mal à personne. Au contraire, ça vous fait évoluer. Regardez les différentes postures. Regardez quelle est la posture qui est adaptée réellement à votre bien-être et à celui de votre environnement. Il n'y a pas de remède miracle dans tout ça. C'est une attitude, une logique qu'il faudrait arriver à un moment voir. C'est pour ça, dès qu'on entend ça, on peut se regarder, nous, à ce moment-là, dire « Ah oui, l'autre fois, j'ai déversé, l'autre fois, j'ai accusé l'autre, et maintenant, je cause plus. » On peut se revoir, en fin de compte, et dire « Ah zut !» Et quand on se voit, c'est là où on se réveille. C'est là où on peut se dire « je peux changer ça. Je peux me mettre à m'entraîner, à dire la prochaine fois, je vais faire autrement. Je vais réagir autrement. » C'est possible. Mais il y a différents niveaux, bien évidemment. Donc, soit on a le niveau de sagesse, on sait exactement comprendre la personne, pourquoi elle agit comme ça, pourquoi cette situation est arrivée comme ça. Si on avait cette capacité de comprendre cette loi de causalité, quelle joie! Il n'y a rien à dire. Il y a juste à accueillir, à sourire devant, parce que j'ai validé quelque chose. Mais si on n'a pas ça, il faudrait choisir et être responsable de nos choix. C'est pour ça que quand on parlait quand je vous ai expliqué ça la semaine dernière, c'était lié à quoi? Qu'est-ce qui peut me rappeler qui était là la semaine dernière? Vous n'êtes pas gentil. C'était sur la vision juste. Et dans la vision juste, il y a la vision juste de la loi de causalité. Et cette loi de causalité fait partie des directions de bonheur et de souffrance qu'on vit. Et donc, quand on parlait de vision juste par rapport à la souffrance, c'est d'éclaircir ces attitudes chez nous et de développer cette logique de la loi de causalité en nous. Comme rien n'est au hasard, donc ce qui m'arrive, ok, rien n'est au hasard. Mais si c'est au hasard, là, on va se poser la question, pourquoi c'est pas chez notre voisin? Vous voyez, c'est très simple, le basculement. Donc soit vous êtes à 100% dans l'application de la loi de causalité, soit vous êtes à 0%, donc ça c'est un problème, soit vous êtes selon la météo. Quand il fait beau, j'accepte. Quand il ne fait pas beau, je refuse cette loi. La vie, elle est bien faite, on ne provoque pas la souffrance. D'accord? Il ne faut pas dire « je t'énerve, tu me frappes ». Je vais souffrir et je vais voir comment je peux supporter ça. Non, l'objectif, ce n'est pas d'arriver à là. D'accord? L'objectif, c'est d'accueillir tout ce qui nous arrive. Ah, il y en a qui ont beaucoup moins de souffrance parce qu'ils ont dû travailler. Il y en a où c'est sans arrêt, on valide ça et un autre truc revient. Ah, ça veut dire qu'il y a un truc qu'on n'a pas compris derrière. D'accord?
C'est comme si, tout à l'heure, j'avais expliqué à Dany, j'ai validé ça. Comment ça se fait, il y a encore? Oui, mais j'ai validé, mais en même temps, j'ai renourri. Vous voyez, j'ai validé, mais derrière, je relance. Et forcément, quand vous validez, vous enlevez, mais vous remettez derrière de la nourriture. Donc ça relance. Et si vous relancez, les choses tournent encore, jusqu'au moment réellement où on a lâché. Lâcher, ça veut dire, les choses arrivent, j'accueille, j'accepte, je lâche. Et je ne me pose pas de questions. Et je ne dis pas pourquoi. Et j'y pense même pas. Donc si vous arrivez à cette posture-là, c'est génial. Là, c'est génial, parce que vous validez, vous voyez, on avait bouton valide karma, validez sans arrêt. Et quand vous avez une souffrance, validez. On vérifie pas, on valide. Ouais, je pense que c'est ça aussi, c'est cette manière de fonctionner, mais là, il faudrait tout avoir ce bagage de karma, sur la compréhension de la loi du karma, parce que si on n'a pas cette compréhension-là, on est un peu perdu à des moments. Vous voyez, c'est comme si on se réfugie sous la protection du bonheur et on s'éloigne de la souffrance. On se réfugie sous la protection de ce qui est agréable et on s'éloigne de ce qui est désagréable. Mais comme on ne comprend pas que ce qui est désagréable, on est aussi dessous. En fait, on pense que quand on est dans une protection agréable, ça nous éloigne du désagréable. Ça ne marche pas comme ça. On est dans la dualité, donc on est forcément dans les deux. Si vous sortez des deux, là vous êtes libre. Mais si vous êtes prisonnier d'un des deux, vous êtes prisonnier de son contraire. Et ça, on n'a pas forcément conscience. C'est pour ça que la loi de causalité, elle est très bien faite dans ce sens-là. C'est action, réaction, cause, conséquence. Donc dans la vision juste, il y a cette vision de la loi de causalité. En plus de la prise de conscience de la génération en fait, des résultats, des types de résultats à travers nos actions. C'est-à-dire savoir reconnaître quel type d'action génère de la souffrance et quel type d'action génère du bien-être. Et ça, c'est des fois très compliqué. Si on n'a pas suffisamment de recul, de perception profonde et large de cette graine-là et de l'impact des fruits derrière, c'est très compliqué. Parce qu'on n'aura qu'une interprétation d'une action et de sa conséquence. Oui. Donc, comme tout à l'heure, vous dites, moi, je supporte plus cette personne, je m'en vais, ça me fait du bien. Est-ce que c'est une bonne action? Est-ce qu'on reconnaît ça comme une bonne action ou une mauvaise action ou pas d'action? Voilà, on pourrait se poser cette question. Pour moi, ça peut être une bonne action, parce que je suis bien-être. Pour la personne, pas forcément, elle peut souffrir, elle peut ne pas comprendre pourquoi on a choisi cette décision. Donc, pour elle, ce n'est pas une bonne action. Mais on ne peut pas dire que c'est neutre, parce qu'il y a quand même une action. Vous voyez, c'est compliqué. Donc, une bonne action génère des deux côtés du bien-être. Donc, vous savez à ce moment-là que ce n'est pas une bonne action. Parce que la bonne action, c'est pour notre bénéfice, notre intérêt, notre bien-être. Quand on définit la bonne action, enfin le bien-être, c'est perso.
c'est pas de manière large. L'équilibre d'un monde, c'est un équilibre pour chaque élément du monde, et pas un élément du monde. Donc c'est pour ça qu'on doit pousser beaucoup plus loin notre réflexion lorsqu'on veut agir, et pas en faire une histoire personnelle. On ne peut pas être seul dans le perso si on vit avec une autre personne. C'est comme une entreprise, quand vous êtes avec des employés, vous ne pourrez pas dire « c'est perso, je veux que de l'argent pour moi ». Vous devez distribuer aussi pour vos employés. Et il faut que ce soit équitable. Et ça peut donner du sens à ce moment-là. Et... Tout à fait. Il faut de l'espace de toute manière. Pour libérer de l'espace, il faut se poser. La conscience se pose. L'espace se fait à ce moment-là. Donc, tant qu'on n'a pas d'espace et que cet espace est rempli par l'émotion ou la situation en elle-même, eh bien, on ne peut pas dire que je vais faire les choses intelligemment et avec sagesse. Mais si on arrivait à se donner de l'espace, c'est déjà une marche gagnée. Mais pour y arriver, il faut voir dans quel niveau de situation on y arrive. Parce qu'on n'arrive pas à tous les niveaux. Et face à n'importe quelle situation. Il y a des situations où on est rodé, où on dit, là, je prends de l'espace. C'est comme quand vous conduisez, vous connaissez bien la route, et vous savez qu'il y a peut-être un danger. Donc comme vous êtes rodé, mais si vous n'avez pas votre conscience, vous pourrez avoir un accident. Mais si vous êtes rodé et que vous avez votre conscience là, vous prenez de l'espace, vous prenez de la hauteur et vous allez freiner, vous êtes plus attentif à gauche, à droite ou à ce qui se passe là. Mais ça, c'est pas évident, c'est pas tout le monde d'ailleurs. Et c'est pas à toute situation. Donc l'idéal, ce serait toute situation. Donc toute situation, ça veut dire aussi que la méditation fait réellement partie de notre vie. C'est-à-dire que c'est naturel de voir. Le recul se fait naturellement. Dès qu'on reconnaît, le recul se fait naturellement. On s'écarte en fin de compte. Donc, mais pour arriver à ça, il faut se le répéter. Recule, recule. Pourquoi tu avances tout le temps? Recule, recule. Pourquoi tu fonces vers les autres? Oui, il faut se répéter. Même quand vous êtes en colère, vous allez vous répéter. Fais attention, tu vas faire mal à l'autre. Mais parfois, l'émotion ne dit pas ça. Vas-y, vas-y, attaque. Et l'émotion, c'est comme ça. Quand vous êtes énervé, quand vous êtes en colère, c'est votre idéal, enfin l'idéal de l'émotion, c'est de jeter, quoi. D'attaquer. Bien sûr, on peut changer, mais il faut s'entraîner. L'objectif ici, c'est de s'entraîner. Et tous les outils sont bénéfiques, en fin de compte. On pourrait dire, la colère est bénéfique, même si l'autre, il a un œil au beurre noir. Je vais dire, mais c'est bénéfique parce que j'ai pu méditer sur ma colère et la manière que j'ai envoyé mon poing. Vous voyez, je peux... Bien sûr, ça fait mal, on va s'excuser, on se dit, j'ai pas pu me contrôler, l'émotion est plus forte que moi. On peut se le dire, mais j'aurais compris quelque chose sur moi. Donc, en fin de compte, tout devient un enseignement pour que je puisse, moi, progresser. Mais parfois, le vrai blocage chez moi, c'est que je suis têtu. Je ne veux pas changer. Une personne qui ne veut pas changer, c'est une personne têtue, et donc ça coince par contre. Il suffit juste de se regarder. Quand vous êtes dans l'activité, quand vous êtes dans votre manière de fonctionner, c'est une manière en fait qui montre que vous ne voulez pas changer, que vous ne voulez pas vous adapter aux autres.
Quelqu'un qui ne veut pas s'adapter aux autres, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas par rapport à l'harmonie. Il n'y a pas de remède miracle, mais il faut juste adapter l'outil qu'on utilise. Il faut que cet outil puisse être utile pour qu'on avance. Donc si vous voulez de l'espace, prenez de l'espace, expliquez aux autres, je suis énervé, donne-moi de l'espace, ne dis rien, laisse-moi prendre cet espace-là. Vous posez, vous lâchez, vous posez les énergies, agitez, vous lâchez. Et c'est comme ça. Mais il faut prévenir votre environnement. Vous n'allez pas vous mettre à méditer, l'autre en face ne comprend pas ce que vous faites. Hein? Vous êtes en train de manger, l'autre il est en train de pousser, vous lâchez tout, puis vous méditez. Et au lieu de dire, là, je suis énervé par ce que tu me dis, je prends un temps de méditer. Si tu t'énerves parce que tu me vois méditer, fais de même. Faudrait voir si ça marche. Mais bon, dans le sens où, voilà, vous par rapport à votre bien-être, voilà, ça demande vraiment un effort d'attention pour faire revenir les choses. C'est pour ça que quand nous méditons, on développe sans le savoir en fait l'attention. Quand on parle de vision juste, derrière j'avais expliqué l'attention juste, ce que ça veut dire. Donc l'attention s'actionne et devient active grâce à l'attention juste. Même si l'attention juste est plus bas au niveau de ce qu'on nous enseigne. Donc on doit garder cette posture de perception juste et laisser entraîner la réflexion grâce à cette perception juste. Donc la réflexion, elle est complètement juste à ce moment-là. Il n'y a pas d'effort à dire comment je peux avoir une réflexion juste. C'est pour ça que l'élément déclencheur en fait, du chemin du milieu, la voie médiane, c'est la perception juste. Et la perception juste, c'est basé sur la loi de causalité, sur cette conscience de discerner ce qui est bénéfique, ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien, et en même temps tout le cycle de fonctionnement de la souffrance, donc basé sur les 4 nobles vérités. Sans parler des 12 états interdépendants, évidemment, donc il y a toute une vastitude en fait de connaissances claires sur cette vision juste. Et après, vous avez sur les 3 sceaux. Sceaux, ça veut dire, sceaux, S-C-E-A-U-X, les tampons, là, les sceaux, comme à l'époque. Donc ça montre que c'est authentique et que c'est officiel. Mais quand on tape, c'est officiel. Donc quand on parle des 3 sceaux dans le bouddhisme, c'est les 3 éléments qui sont officiels. Sur l'impermanence, voilà, c'est officiel. Qu'est-ce qui refuse l'impermanence ? On pourrait dire non, moi je veux ma vie, que ma vie ne change pas, je veux qu'elle soit toujours comme ça, je veux que mon corps reste toujours jeune, je veux pas vieillir, je veux pas mourir. Mais vous devez méditer sur votre corps pour voir. On parle de l'impermanence du corps, c'est le premier niveau en fait d'impermanence. Le corps, et quand le corps change, quand il est malade, quand il vieillit, c'est pour ça qu'on parle de la maladie comme une souffrance, parce que la maladie fait partie de l'impermanence. On parle de la vieillesse, c'est aussi un état impermanent, donc c'est aussi une souffrance. La mort aussi, c'est un état impermanent. Donc vous avez ces étapes impermanentes qui provoquent, qui génèrent derrière de la souffrance. C'est pour ça que quand vous méditez réellement sur cette notion d'impermanence, il ne faut pas méditer « Ah, il y a du vent, c'est impermanent. Ok, voilà, les oiseaux chantent, c'est impermanent. »
Non, quand on médite sur l'impermanence, on doit méditer sur ce qui provoque chez nous de la souffrance. Il n'y a pas d'impermanence positive ou négative, évidemment. C'est juste l'état de changement. Donc, vous pouvez méditer sur le corps. Tous les 5 formes, tout simplement. Par exemple, quand vous êtes fatigué, quand je parlais de la personne qui ronfle et que vous n'arrivez pas à dormir, c'est le corps. Donc vous pouvez méditer dessus. Mais c'est pareil, c'est quand on médite sur le corps, c'est qu'est-ce qu'on médite au juste sur le corps. On ne médite pas forcément sur le changement du corps. C'est pour ça que quand vous êtes malade, méditez sur l'impermanence. Sur l'instant, vous êtes malade, vous n'êtes pas bien, vous méditez dessus. Bon, c'est impermanent, il n'y a rien d'extraordinaire à ça, puisque ça fait partie d'une logique. Après, il y a l'impermanence sur l'esprit. Et tout ce qui touche l'esprit, touche tous ces changements d'idées, de pensées, voilà, tout ce qui se déroule, en fin de compte, c'est ce sens d'impermanence, en fait, au niveau du mental. Mais tous les facteurs mentaux, les perceptions et l'esprit lui-même, il change, le mental, il change, donc il implique derrière l'impermanence des sensations, liées aux sensations agréables, désagréables. Tout ça, ça change. Et vous voyez, le mental, les facteurs mentaux, c'est eux qui vont provoquer les sensations agréables ou désagréables à travers nos sens. Vous aimez telle couleur, vous aimez telle odeur, tel son. Donc, ce sont des schémas mentaux. Donc, ça provoque chez vous ces facteurs-là. Et ces facteurs, vous voyez, vous conditionnez sans arrêt. Comme l'amour, par exemple. Les sentiments. Les sentiments font partie de l'impermanence. Aujourd'hui, vous êtes avec cette personne. Demain, vous êtes avec une autre personne. Sauf si vous résistez. Si vous résistez, je ne souffre pas avec cette personne, même si elle me dit ça, même si elle se comporte comme ça. Vous pouvez résister, mais vous résistez à l'impermanence. La personne, elle change, puisqu'elle fait partie d'un élément impermanent. Comment ça se fait? T'as des rides. T'es pas comme avant. Quand vous regardez cette personne, vous dites, impermanence. Je t'aime par l'impermanence. Oui, vous pouvez vous dire ça, parce que ça fait partie d'une logique de fonctionnement. Mais vous ne pouvez pas dire, je te regarde avec ta photo jeune devant. Et c'est ça qu'il faut éviter. On ne peut pas fuir l'impermanence. Il n'y a que nos sens. Et après, vous avez l'impermanence de tout ce qui nous entoure. Le monde qui nous entoure. La nature, les arbres, le temps. Tout change. Les montagnes, on n'aura bientôt plus de glaciers. Est-ce qu'on va souffrir? On verra. Oui, c'est impermanent. On ne pourrait pas dire à cause de telle ou telle personne. Nous sommes aussi responsables, entre guillemets, si on accélère. Mais la nature, elle a sa vitesse. Et parfois, nous, on met un peu d'essence. Les choses vont s'accélérer. Donc le changement est beaucoup plus rapide. Mais notre posture de pratiquant, c'est de voir que les choses s'accélèrent et qu'on doit travailler avec. Et qu'on ne peut pas accuser un tel, une telle. Même si on accuse, les choses vont fonctionner comme ça. Et c'est notre posture, c'est notre manière de fonctionner qui pourrait peut-être réduire un peu cette vitesse et pas réalimenter. Donc c'est encore une fois un travail sur nous qu'on doit adopter. Oui,
intérieur ou extérieur, l'impermanence est toujours là. Donc si vous souffrez à cause de l'impermanence, je ne sais pas si c'est logique. Et si vous voulez vivre dans l'illusion de l'impermanence, c'est-à-dire rester permanent, c'est-à-dire ne pas voir le changement, je ne sais pas si c'est une bonne chose. Donc vivre dans la réalité ou vivre dans l'illusion, c'est pareil. Il y a l'ignorance et il y a la lumière. Les trois sceaux, c'est l'impermanence, la souffrance et le non-soi. Alors, le non-soi, c'est pas moi uniquement. C'est-à-dire tout ce qui est conditionné, généré avec condition, que ce soit, par exemple, je pense, ce bol, il n'est pas comme ça dans la nature. Vous êtes d'accord? Il est conditionné. Eh bien, il y a du non-soi dedans. Le non-soi. Le non-soi, il s'applique lorsqu'il y a un élément qui est conditionné. Voilà, comprendre le non-soi, il faut comprendre comme ça. Ah, quelque chose qui n'a pas de non-soi, vous l'avez, mais vous ne l'utilisez pas. C'est l'éveil, la source de tout. La source de la conscience. Rien n'est fabriqué, rien n'est conditionné. Quand c'est conditionné et qu'on prend pour élément réel, on considère à ce moment-là qu'il y a l'ego, il y a un état d'ego. En fait, l'état d'ego, c'est considérer que cette composition de soi-même fait un seul élément qui n'a pas de condition, qui n'est pas conditionné. Il est conditionné, mais on ne l'accepte pas comme conditionné, comme composition d'éléments. C'est pour ça que c'est compliqué à cerner sur nous. Sur une voiture, c'est plus simple. Parce que vous dites c'est la voiture, mais quand vous démontez la voiture, vous voyez bien les éléments. Mais la roue, est-ce que c'est voiture ? Est-ce que vous pouvez considérer la roue comme voiture ? Est-ce que vous pouvez considérer le volant, comme voiture ? C'est juste un assemblage d'éléments. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'une voiture, c'est un assemblage d'éléments qui ne sont pas voiture. C'est ça qui est bizarre. Nous, c'est pareil, c'est pour ça qu'on en souffre, parce qu'on est tellement ancré. Bien sûr, oui, quand on parle de non-soi, on voit nous uniquement, mais on ne voit pas tous les éléments de notre espace. On compose, on décompose, on monte, on démonte, on construit, on déconstruit. Ça, on le fait à l'extérieur, mais intérieurement, on ne le fait pas. C'est d'où le problème. Quand on pratique, c'est pour déconstruire, mais on ne veut pas se déconstruire, parce qu'on est moi. On est un élément qui est moi. Donc, comme un élément, c'est moi, il n'y a pas de déconstruction, parce qu'il n'y a qu'un seul élément. Mais si on se voit comme plusieurs éléments, eh bien là, peut-être qu'on va réfléchir à une déconstruction de notre intérieur, de nos schémas. Ah, c'est ça qui est compliqué. Dans la pratique de la voie bouddhiste, on peut déconstruire tout ce qui nous entoure, même une personne, on peut démonter une personne. Mais quand on vole notre corps, on n'est pas content. En sachant que le corps, c'est un élément de soi. Quand on vous insulte, quand on vous donne n'importe quel nom, vous n'êtes pas content. Des fois, vous dites c'est votre voiture, la voiture elle est à qui ? Oh, c'est une question un peu bizarre. Quand vous dites c'est ma voiture, la voiture elle est à qui ? C'est parce qu'il y a une carte d'identité ou un truc, mais sinon il n'y a personne. Alors pourquoi vous énervez quand on vole votre voiture ? Parce que ça, c'est de l'attachement matériel. Vous l'avez acheté, il ne fallait pas acheter. C'est de l'attachement matériel, ça.
Oui, mais vous avez payé avec quel argent? Que j'ai gagné. Et pourquoi vous ne gardez pas votre argent si c'est votre argent et que vous donnez à une autre personne? On a des besoins. Est-ce qu'on les construit ou est-ce que ce sont des besoins naturels? Bah oui. Je ne sais pas si c'est des besoins naturels ou c'est construit. Il faut voir, il faut identifier en fait nos éléments. Si vous avez des besoins, très bien. Et si ces besoins-là ne sont pas utiles pour votre intérieur, ce n'est pas des besoins, c'est que pour l'extérieur. Mais l'extérieur subit là, un système, hein, il y a un système derrière. Donc, dites-vous, est-ce que ces systèmes, juste un système de besoin ou c'est un système de désir? Parce que tout peut se développer par le désir et nous, on peut se cacher derrière. Voilà. Vous pouvez avoir une voiture, vous pouvez avoir 3 voitures. Vous allez dire, j'ai besoin de 3 voitures. Parce que si celle-là, elle est en panne, je peux prendre celle-là. Mais celle-là, elle ne peut pas se garer dans des petits parkings, donc je vais prendre celle-là. Après, créez-vous des multitudes de besoins pour ça. Et après, concrétisez ces besoins-là. Et après, vous accrochez à ces besoins. Bien entendu, c'est comme si vous dites, j'ai besoin d'un verre de riz, enfin d'un bol de riz. Eh bien, vous pouvez manger un bol de riz. Mais pourquoi vous en avez plusieurs? C'est qu'il y a un désir. C'est qu'il y a un dépassement de la voie médiane. En fait, c'est parce que nous dépassons la voie médiane, que ce soit un manque ou que ce soit une profusion. C'est juste un dépassement. Et le dépassement, c'est cet état de déséquilibre qu'on a. Si on a besoin de manger, on mange. Parce que le corps, il a ce besoin. Oh, pourquoi on en fait un plat lorsqu'on n'a pas ce plat-là? C'est ça, on voit bien qu'on est toujours en décalage avec cette ligne médiane dans notre état de fonctionnement. Et c'est là qu'il faut voir notre fonctionnement. Pour dormir, on a besoin d'un lit, d'un toit. Donc, que le lit soit de tel type de confort, c'est pas un besoin, dans la logique. Hein, je parle de logique de cette voie médiane. Donc si on a, tant mieux. Si on n'a pas, tant mieux. Mais le truc, c'est qu'on préfère mieux d'un côté que de l'autre. Et c'est ça qui nous déséquilibre sans arrêt dans notre vie. Et le Bouddha, il dit, mais oui, mais c'est que l'ego. C'est que cet ego qui nous fait virer d'un côté ou de l'autre. Donc si on ne démonte pas cet élément qui est tellement solide, eh bien on n'arrive pas. Même si nous méditons, même si nous pratiquons, le Bouddha il disait, tant qu'on n'a pas compris ça, on ne peut pas progresser dans la pratique, on ne peut pas s'éveiller, on ne peut pas développer la sagesse. Parce qu'il y a toujours ce brouillard de l'ego qui bloque. Dès qu'on a compris, on veut progresser, l'ego va nous rattraper. Il dit non, mais je ne veux pas que tu partes dans ce sens-là. Je veux que tu restes là et que c'est moi qui te donne la direction. Bien sûr, mais c'est un choix de vie. Et parfois, on n'a même pas le choix, on est emporté par ce système-là. Mais on peut vivre dans un système et être cool avec nous-mêmes. On peut lâcher. Je vis avec l'argent, je vis avec la voiture, mais je ne suis pas attaché à tout ça. Et c'est ça qui fait la différence. On ne fuit pas, parce qu'on voit maintenant, l'ego est là, il se construit, il se nourrit de tout ça. On va dire, ok, mais je le sais, je comprends, mais je lâche. Plus vous lâchez, moins il y a d'ego. Ça ne veut pas dire que vous allez vous écarter du système. Il y a moins d'attachement.
D'accord? C'est-à-dire que vous êtes dans une vie très légère, en fin de compte. Quelqu'un qui s'en va de ce monde et qui n'a presque rien dans sa vie, vraiment ce qui est utile, ce qui est nécessaire pour lui, il va partir heureux. Celui qui part de ce monde et qu'il a des buildings, des voitures, beaucoup de choses où il y a eu un attachement, c'est énormément de souffrance. Vous voyez, c'est comme ça qu'on observe tout simplement la souffrance de ces personnes. Donc si on doit attendre jusqu'à ce jour pour dire « je vais maintenant m'entraîner », c'est peut-être que le temps n'est pas assez long pour qu'on le fasse. C'est pour ça qu'apprécier chaque instant, c'est « je vis avec ce qu'on me donne, avec ce que je reçois, mais je ne suis pas attaché. » Ouais. Je vis vraiment cet instant-là. Aujourd'hui, j'ai ça, je prends. Ok. Demain, j'ai autre chose, je prends. Le lendemain, j'ai rien, je prends. En fin de compte, quand nous apprenons à vivre chaque instant et à accorder de l'importance à chaque instant, et pas de s'attacher à chaque instant, accorder de l'importance, c'est dire ce qui est important pour moi, c'est ça, dans cet instant-là, et pas le passé, ni le futur, ni lié à mes désirs. J'accorde de l'importance à cette vie de l'instant. J'accueille, j'accepte et je lâche. C'est-à-dire que vous prenez, mais vous ne le gardez pas. Vous voyez, vous avez une simplicité, en fin de compte, de vie qui est vous-même, qui est ici avec vous, mais vous passez souvent par le mental qui est là, qui va formuler les choses, qui va interpréter les choses, qui va schématiser, concevoir les choses. Et donc lui, il va vous diriger. Vous lui dire, la vie est très simple. Lui, c'est un élément de complication. Il est là pour analyser. Il faut qu'il soit dans son poste d'analyse. Et rien d'autre. Vous devez l'utiliser comme ça. J'écoute, j'analyse. J'écoute, j'analyse. Écouter, ça veut dire ce que je reçois, j'analyse. Mais j'analyse où? J'analyse sur moi-même, par rapport à ce que j'ai reçu. Oui. Je sais que je suis dans ces émotions, ces états, ces schémas. Je sais. Donc je vais analyser ça. Et ça nous apporte une autre dimension de soi-même. Et vous verrez, tant qu'on ne fait pas ce travail, quand vous analysez, c'est pour lâcher. Et quand vous lâchez, ça allège l'ego. Le poids de l'ego va diminuer petit à petit. Et à un moment donné, vous êtes toujours bien, quel que soit ce qui arrive. Voilà, tout ce qui arrive, que ce soit mauvais, pas mauvais, ok, c'est quelle joie. À chaque fois, c'est quelle joie. Quelle joie de vivre, sans critiquer, sans être là à provoquer une souffrance. Parce que vous avez du sens, mais ce sens est relié à une vision juste. C'est pour ça qu'il faut arriver à un moment à comprendre tous les 5 points sur la vision juste, c'est-à-dire la loi de causalité, c'est-à-dire la loi du karma, discerner ce qui est bon, ce qui est mauvais, arriver à comprendre tout le processus des 4 nobles vérités, c'est-à-dire sur les souffrances universelles, les souffrances qu'on génère, et après la source, l'essence de la souffrance, jusqu'aux outils. Donc arriver vraiment à comprendre ça, et en même temps tout le cycle du samsara, qui est relié aux 12 liens interdépendants, et les 3 sauts. Donc je n'ai parlé que de 2 sauts, 3, j'ai dit les 3. Donc vraiment comprendre
voilà, ce qui est profond, ce qui n'est pas superficiel de ces éléments-là. Et quand vous aurez compris ça, vous verrez déjà, hein, à votre niveau, vous allez voir la vie autrement. Tout ce qui vous arrive, vous verrez autrement, pas comme avant. Les choses, voilà, vous traversent simplement. Il n'y a pas de blocage, il n'y a pas de résistance. Et pour ça, il faut arriver voilà, à prendre les connaissances telles qu'elles sont, hein, que le Bouddha a enseignées. Et là, vous passez à l'autre cap qui est la réflexion juste. Et tout se déroule derrière, l'action juste, la parole juste, les moyens d'existence justes, l'attention juste, la concentration juste. Donc tout ça, ça se déroule et c'est la voie médiane. Quand on parle de juste, c'est milieu, en fait. Quand vous méditez sur la voie médiane. La voie du milieu, c'est la voie du lâcher-prise. Vous n'êtes pas penché d'un côté ni de l'autre. Tout ce qui se manifeste, on lâche. C'est la voie médiane. Méditer, c'est préparer le terrain lorsque ça arrive. Vous méditez. Vous avez compris, vous avez écouté, vous méditez dessus. Vous voyez, comme si vous êtes malade. Vous avez compris, la maladie est une souffrance. Méditez dessus, pas méditer sur, voilà, en fin de compte, ma souffrance, mais sur le processus logique de la maladie. C'est méditer de cette manière, et pas simplement, je suis malade, ok, j'accepte, j'accueille. Dans le sens, en fait, de l'enseignement du Bouddha sur l'état de souffrance. C'est un état d'insatisfaction, de désaccord. Mais la souffrance, elle se déclenche à ce moment-là. C'est pas souffrance dans le terme souffrance. Ah, j'ai une douleur. C'est pas ce terme-là. C'est une souffrance non physique. C'est une souffrance qui est liée à un état psychologique, un état mental. C'est cette souffrance-là. Quelqu'un qui a faim, jamais il va dire « je vais me suicider ». Enfin, est-ce que vous avez déjà entendu, dans des zones du monde, il y a beaucoup de famines, beaucoup d'endroits où il y a beaucoup d'enfants, de personnes qui n'ont pas faim, qui n'ont rien à manger. Jamais on entend, là, il y a tout un village qui s'est suicidé parce qu'ils n'ont rien à manger. Mais par contre, une personne qui est en souffrance psychologiquement, oui, on peut avoir une idée de suicide. C'est à ce niveau qu'il faut travailler. Vous voyez ? Et nous, on est parfois fragiles à ce niveau. Parce que nous sommes des êtres sensibles, mais comme nous sommes aussi des êtres intellectuels, ça veut dire que nous construisons sans arrêt des schémas. Et parfois, ce sont des schémas qui nous entraînent derrière à la souffrance psychologique, mentale. Et le bouddhisme, c'est juste déblayer le terrain du mental et des schémas du mental. C'est juste prendre le balai et puis voir comment on va balayer ce schéma-là. Il est comme ça, ancré comme ça, donc il faut des outils, puis on va faire un peu le ménage ici, à ce niveau. Et c'est comme ça qu'on, petit à petit, les choses s'éclaircissent, comme quand les nuages se dispersent. Il y a des éclaircies, et jusqu'au moment où il n'y a plus de nuages. C'est comme ça que la voie, en fait, nous entraîne. C'est un vrai chemin de guerrier. Il ne faut pas lâcher, quoi. C'est celui qui va sur la voie de la sagesse et de l'éveil, il en veut. Vraiment, il en veut. C'est comme si vous voyez que cette vie d'être humain, dans cette condition humaine, il y en a qui sont très bien dans cette vie, mais il y en a où ils en souffrent énormément. Dans des situations, dans des lieux, dans des postures, ils en souffrent. Et donc ce sont ces personnes-là, entre guillemets, qui ont
cette capacité de s'en sortir. Mais ceux qui vivent pleinement dans la joie matérielle, dans une harmonie en fait de vie avec les autres, il n'y a pas de problème. Enfin, on ne peut pas dire il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas des gros problèmes à gérer. Eh bien, eux, ils ont moins d'inquiétude, moins de soucis. Eux, ils ne vont pas chercher à pratiquer, à se questionner, à se changer intérieurement. Pour ça, on ne dit pas qu'il faut souffrir pour pouvoir voir la lumière. Hein, il faut prendre ce qui nous arrive et de travailler dessus. Et ça, c'est très important. C'est pour ça que quand on parle de monde de renaissance, les mondes des dieux, des demi-dieux, le monde des Atulas, ce sont des mondes qui ont tout. Ils sont baignés dans la joie, dans le bonheur déjà, matériel ou non matériel. Même un pratiquant qui est baigné dans une joie de pratiquer la méditation, c'est pas sûr qu'il soit éveillé. Parce que le Bouddha, il avait expliqué que même dans cette béatitude de pratique, dans cette pratique méditative, eh bien, il y a peut-être une étincelle de volonté, de désir derrière. Et donc, à cause de cette étincelle, eh bien, ça peut tout brûler en un instant. Vous pouvez méditer, vous levez et vous énervez parce que, pour X raisons. Et là, vous brûlez tout. Parce que vous n'avez pas compris, il y a encore cette étincelle-là en vous. C'est qu'il faut aller vraiment au fond des choses, déblayer le terrain et éteindre chaque feu, chaque étincelle. Nous sommes aussi pompiers, de temps en temps. Un arrosoir. Alors, quand vous voyez quelqu'un brûlant, ne versez pas un seau d'eau sur la personne. Donc, il faut déjà faire un peu de ménage au-dessus. Ça, souvent, la majorité des personnes, c'est ça. C'est faire un peu de ménage sur les premières couches. Donc, on peut aller voir un psychologue, un psychiatre, et ça, on déblaye un petit peu, on peut. Et après, on peut faire nous-mêmes ça. Hein, il suffit de méditer sur notre manière de fonctionner, nos états de souffrance. On peut le faire. On peut écouter les enseignements, réfléchir dessus, voir ça me répond, ça me correspond. Et donc, on peut réfléchir dessus, analyser dessus. Et après, quand c'est un peu plus bas, on a besoin d'autres outils. Là, on ne peut pas faire autrement. Les outils, parfois, du monde ne suffisent pas. Donc, on est obligé de creuser sur la loi du karma, par exemple, sur tout ce qui est enseigné dans le bouddhisme. Et à partir de là, eh bien, on y réfléchit, on change nos postures, on s'ouvre vraiment vers la conscience de ce qui se passe. Et petit à petit, l'attention se pose, et petit à petit, il y a un petit éclaircissement, et hop, il y a les nuages qui reviennent, hop, on retravaille. C'est pour ça que c'est long. Ça ne se fait pas en un jour, ça ne se fait pas comme ça. Parce qu'on ne sait pas ce qui se cache derrière nos propres schémas, et l'épaisseur de nos couches intérieures. C'est pour ça qu'il faut le faire. Il ne faut pas s'attendre à quoi que ce soit. Continuer. Et on peut s'aider des autres. Les autres sont aussi, pour nous, un entraînement dans nos postures. Quand vous voyez une personne qui médite, ça peut vous motiver. Quand vous voyez une personne qui arrive à supporter une situation, vous pouvez vous poser des questions. Comment il fait ? Réfléchir dessus. Donc l'environnement, c'est vraiment un vrai support pour nous, pour ça. Un facteur, quand il frappe à la porte de chez vous, et doit vous apporter, un colis, une lettre recommandée. Vous regardez par l'œil là, de la porte,
ouvrez ou non? Il n'est pas en tenue de postier. Est-ce que vous ouvrez ou non? Oui, ok. Vous l'accueillez. Sauf que quand vous ouvrez, vous le voyez vraiment de la tête aux pieds, et vous dites, oh, je ne vais pas le faire rentrer chez moi, lui. Donc, vous n'acceptez pas cette personne chez vous, mais vous l'accueillez simplement. Ça va? Mais quand vous le voyez sympa, vous dites, bon ben, on va prendre un petit café ensemble. Vous allez accepter ce facteur. Ça fait du bien ou du mal? Ok? Donc on ne se résilie pas. Il n'y a pas de concept à ce niveau. Accepter, c'est juste beaucoup plus profond en lien. C'est tout. C'est dire, ok, la personne ronfle, j'accueille parce que j'écoute, sinon je me bouche les oreilles. C'est-à-dire que je deviens indifférent au son de ronflement. Et je ne vais pas m'énerver. Si je m'énerve, c'est-à-dire que je n'accepte pas. C'est-à-dire qu'il y a un effet de déclenchement chez moi. Donc je ne m'énerve pas, j'accueille. Mais si je commence à faire toute une histoire derrière, c'est-à-dire à ficeler, j'accueille, j'accepte, donc ça s'enchaîne en fin de compte. Il y a tout un enchaînement d'étapes derrière. C'est que je suis déjà parti trop loin de l'acceptation. L'acceptation, c'est, il rentre, il prend le café, mais si moi je le trouve beau, eh ben, il va rester chez moi ce soir. C'est ça. Et donc si je me dis ça, ben, je vais tout faire pour. Ah non, ne partez pas, vous avez encore un peu de temps, donnez-moi votre numéro de téléphone, etc. Je vous invite à revenir ce soir pour un petit dîner. Vous pouvez. Ah, mais derrière, vous avez déjà construit toute une histoire. Alors, vous allez dire, ben, c'est juste une personne que je trouve sympathique. Juste un moment passé ensemble, sympathique aussi. Et maintenant, je lui laisse la liberté. Il n'y a rien de compliqué. Il n'y a rien de farfelu. Il n'y a pas de construction. C'est une réalité d'un fonctionnement. C'est une réalité sur l'état libre de chaque personne. Et une expérience de vie à ce moment-là. Et qui ne doit pas rester un nœud dans notre esprit. Le nœud de l'esprit, c'est de dire « je vais chercher tous les moyens pour trouver son numéro de téléphone ». Ça, c'est un nœud. Mais vous vivez chaque instant, c'est comme ça. Donc l'instant d'un ronflement, j'accueille le ronflement, pas les ronflements, parce que je vis que pour cet instant-là. Ok. Après, quand j'aurai accueilli, accepté, maintenant, je peux prendre une autre direction. C'est la direction du sommeil. Je suis attentif à mon sommeil. Quand vous concentrez sur le sommeil, vous donnez des conditions pour dormir. Mais si vous concentrez sur un élément qui vous perturbe, vous serez perturbé. Mais ça aussi, c'est un aiguillage de l'attention. L'attention juste, c'est l'attention qui vous fournit du bien-être. Donc, aiguillez votre attention. Et entraînez-vous. Parce que la personne va ronfler toutes les nuits. Donc, il faudra s'entraîner jusqu'à valider. Sur les 1000 ronflements, un ronflement. Donc, il reste 999. Vous validez, jusqu'à alléger l'occupation de votre esprit de ce schéma de ronflement. Ça marche? Bien sûr. Sinon, il n'y a pas d'enseignement. Mais il faut s'entraîner. Et c'est pour ça qu'on doit préparer le terrain. Méditer déjà sans le ronflement. Méditer pour voir réellement que vous êtes dans le calme mental. Et après, vous testez. Ça ne marche pas du premier coup, allez dormir au salon. Vous testez.
Et après, vous regardez la durée, le temps. Peut-être que ça va arriver tout de suite, peut-être qu'il faut une demi-heure. Mais ne vous cramponnez pas sur le temps, en fin de compte. Dites, bah, c'est vrai, j'ai dormi après une demi-heure de ronflement de la personne. Ok. 1 heure après, ok. J'ai dormi toute la nuit que 3 heures, ok. Mais c'est le pas ok, parce que j'ai dormi que 3 heures qui nous coince, en fin de compte. C'est ça, tout simplement. C'est pas le ronflement en lui-même. Vous voyez, il faut vraiment aiguiller notre attention au plus juste. Bon ronflement. Ok. Bon, on va faire la dédicace pour les mérites générés pendant cette session, donc donnée à tous les êtres dans la souffrance actuellement. Voilà, toutes les énergies positives, bonnes, bénéfiques, ben, on ne les garde pas avec nous, on les donne. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tăng, thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng, thệ nguyện học Phật đạo vô thượng, thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Merci à vous tous. Merci.